Bonjour, maître Ahmed Nganga. Bonjour, Monsieur Perrin. Avocat au barreau de Paris, merci de participer à ce numéro de droit de savoir pour évoquer la série des crimes contre l'humanité et des crimes politiques de mars 1977 avec pour point d'ancrage l'assassinat en plein jour du président Mariam Gouabi. Je m'engage, en me guidant les principes marxistes, à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au triomphe des idéaux prolétariens du peuple congolais, dans le travail, la démocratie et la paix. Le criminel est encore libre. Il court les rues de Brazzaville et parfois tente de se disculper et se passe parfois pour la victime et prend souvent les médias qui lui sont acquis pour tenter évidemment de donner sa version de fait, mais n'ose jamais, mais vraiment jamais affronter la justice. Plusieurs sources concordantes, et ça vous savez, désignent Denis Sassou Nguesso comme commanditaire de cet assassinat crapuleux. Je cite ici en exemple Jean-François Probst, très proche de l'ancien président français Jacques Chirac, qui affirmait en public que c'est Denis Sassou Nguesso qui a fait assassiner Maria Ngouabi. Tout le monde sait également que c'est Jacques Chirac qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir en 1997 par coup d'État militaire, comme le rappelait le même Jean-François Probst, ancien chargé de mission de Jacques Chirac, auteur du livre Chirac, mon ami de 30 ans. Je vous propose donc de suivre un extrait de sa déclaration où il parlait évidemment de Denis Sassou Nguesso qui nous avait ramené au pouvoir. Et si j'insiste sur Jean-François Probst, il faut comprendre une chose, c'est que je voudrais vous faire comprendre la nature des relations qu'entretenait Denis Sassou Nguesso avec ce monde, avec Jean-François Probst et Jacques Chirac. On écoute Jean-François Probst. Mais il y avait ici à Paris Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui étaient un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était, au fond, assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Mariam Ngouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple, par des élections populaires. Moi, j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi, j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé, d'une réparation du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan. Tout ça, malheureusement, a contribué à l'arrivée de Sassou à Mpila et au pouvoir. Il s'était caché au PK-14 longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap. Tassoua, vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec
de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Voilà, Maître Amédée Nganga, à l'occasion de la commémoration du 48e anniversaire de l'assassinat du président Marian Gouabi, ce fut un 18 mars 1977, tout le monde s'en souvient encore. Denis Sassou Nguesso s'est encore prêté au micro d'un journaliste, mais lequel? André Ondélé, vous le connaissez, l'ancien directeur général de la presse présidentielle de Sassou, bien sûr, l'actuel directeur général de Télé Congo. Il est aussi membre du Parti congolais du travail. Qu'à cela ne tienne, au cours de cette interview, l'homme, je parle ici donc de Denis Sassou Nguesso, a tenté de s'expliquer, disons, qu'il y a eu un procès sur l'assassinat du président Marian Gouabi. Mais seulement, jusqu'à la fin de cette interview, il n'a pas cité le nom du coupable, de l'auteur ou du commanditaire de ce crime crapuleux. Alors qu'il était ministre de la Défense, et il a même aussi assumé les fonctions du président de la République par intérim, même si ça n'a duré que quelques jours. Et ça, généralement, on n'en parle pas. C'est vous, président réel de ce Congo, entre le 18 mars 1977 et le 2 avril 1977, date à laquelle était connue la composition du comité militaire du parti. C'est vous, Monsieur le Président, qui étiez le maître absolu de ce Congo. Sur son interview, Maître Amédée Nganga, votre premier commentaire. Merci, Monsieur Perrin. Permettez-moi, sous votre antenne, quand même de dire, finalement, depuis que cette affaire Marian Gouabi a été ressuscitée, j'allais dire, par notre action et par vos interviews successives, on se rend bien compte aujourd'hui que finalement cette affaire est remontée à la surface. Mais remonter à la surface, M. Perrin, ne suffira pas. Il s'agira désormais d'arrêter le coupable qu'on connaît, que vous avez bien désigné, M. Sassou. Alors, vous me dites que M. Sassou a accordé une interview. Je peux vous dire, M. Perrin, que c'était lamentable comme interview. Et l'avantage de cette interview, bien que lamentable, c'est de montrer combien est-ce que M. Sassou peut exposer sa médiocrité et son imbécilité sur les questions relatives aux assassinats qu'il a eu à perpétrer en pensant qu'il pouvait faire commettre des crimes parfaits. C'est ça le vrai problème chez M. Sassou. C'est de vouloir faire passer les Congolais pour des imbéciles, pour des gens qui ne connaissent rien. Et c'est dommage parce que, M. Perrin, je le dirais, que par cette interview et par tout ce qui a pu se passer, M. Sassou finalement fait l'injure à l'intelligence des plus grands nombres de nos juristes qu'on a eu au Congo, qu'il s'agisse de Moudileno Massengo, qu'il s'agisse de Gabou, qu'il s'agisse de Lenga, qu'il s'agisse d'Okoko, qu'il s'agisse d'Asmekong. Vous vous rendez compte que ce monsieur a pu exercer les fonctions qu'il exerce aujourd'hui en ayant commis des crimes aussi abominables, et je dirais en ayant commis un pogrom. Alors, revenons-en à la question, M. Perrin. Il y a quelque chose qu'il faut savoir dans un premier temps. Est-ce que vous voyez que quand M. Sassou donne ou raconte plutôt, parce qu'il raconte en réalité, il raconte qu'est-ce qui s'est passé chez lui, d'accord? En tant que ministre de la Défense, vous avez remarqué une émotion chez lui. Ce qui est curieux, c'est que vous voyez quand il dit « Les Kunzu m'a appelé, j'étais arrivé chez moi vers 13h ou 14h par là, et ensuite, un ministre de la Défense, M. Perrin, regardez ça, hein, un ministre de la Défense, à qui l'on dit qu'on est en train d'entendre de coups de feu à l'état-major, c'est-à-dire là où vit le président de la République. Le ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il dit? J'ai mis mon ceinturon, tenue de combat, comme il aime le dire, et je suis parti.
Vous trouvez que ce monsieur est normal? Un ministre de la Défense. Donc, il ne donne pas Maître Amédée Nganga, pendant que vous êtes en train de développer votre réponse, je vais proposer à ce petit extrait à nos téléspectateurs, parce qu'évidemment, tous ceux qui ne sont pas forcément des Congolais, ça leur permettra d'être vraiment de comprendre le contexte pour lequel nous sommes aujourd'hui en train de débattre encore de la question de l'assassinat de Marien Ngouabi. Suivez. 18 mars 1977, c'était dans ce pays une situation particulière. Je suis ministre de la Défense. Je suis resté à mon bureau un peu jusqu'au-delà de 14 heures en tenue de combat parce que les quartiers étaient consignés. J'étais en tenue de combat. Le ministre de la Défense en tenue de combat. Et donc, je quitte le ministère pour venir prendre mon repas ici, dans cette maison. À peine arrivé, j'étais pratiquement dans le salon. Le téléphone sonne. Et c'est le camarade Lekunzo qui m'appelle. Il était à l'hôtel Mistral parce que en cette période, il travaillait à Pointe-Noire. Il venait ici parce que nous travaillions tous dans la commission qui préparait le 3e congrès extraordinaire. Il m'appelle de là-bas pour me dire, camarade Nguesso, je suis à l'hôtel Mistral, j'entends les tirs nourris au quartier général à la présidence des tirs nourris. C'était le propos du camarade Lekunzo, personnel. Car je me suis juste arrêté au salon ici. J'avais à peine vu mon épouse, et peut-être même pas les enfants. J'ai repris le véhicule et je suis immédiatement retourné au quartier général. Et ensuite, on m'a donné les informations, et le reste passé à l'hôpital des armées. Et quand je suis arrivé à l'hôpital des armées, j'ai vécu l'impensable. Et donc, j'ai quitté la maison ici. J'ai laissé mon épouse. Je ne crois même pas avoir vu les enfants, je ne pense pas. Et elle est restée seule ici, dans l'inconnu de cette journée-là, et même des jours suivants. Dans l'inconnu. Et je ne les ai revus, elle et les enfants, que peut-être 48 heures plus tard. Je ne savais pas où ils étaient. Voilà, alors, Maître Amédée Nganga, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est en train de raconter, il a porté son uniforme, il parle beaucoup plus de sa famille, et donc vous dites que c'est irresponsable. Mais surtout, M. Perrin, un ministre de la Défense qui n'est pas dans l'émotion, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas la question qu'est-ce qui se passe au regard de l'information qu'il a eue. Donc, vous voyez, il se déplace, il dit, il sort, il va vers la mairie. Donc, dans le cursus, il ne dit pas, il n'appelle pas le chef d'état-major, il n'appelle pas des bataillons pour dire, mais on vient de m'informer qu'il y a ceci, mais allez-y sur place, qu'est-ce qui se passe avant que moi je n'arrive? Donc, ça donne l'impression de quoi, M. Perrin? C'est que M. Sassou savait ce qui se passait. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il ne prend aucune disposition. Et regardez cette interview. Il a fait avec l'interview de M. Ondélé, que vous vous rappelez très bien d'ailleurs, avec Soudan. C'est exactement la même chose. Donc, un ministre de la Défense qui n'est finalement pas en charge de quelque chose. Parce que dès qu'on lui dit qu'il y a des coups de feu, il prend son ceinturon, il pense évidemment à sa famille et il va à la mairie. Voilà. Et ça, c'est un ministre de la Défense. Ça voudrait simplement dire que ce monsieur
qui ne traduit même pas l'émotion, même pas l'étonnement, savait de ce qui se passait. Ça, c'est le premier point. Vous êtes en train de dire, maître, qu'il n'a pas exprimé la gravité des faits. Un président de la République vient d'être assassiné. Il arrive d'abord chez lui, à la maison, avant de se rendre, probablement aller constater ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il a des responsabilités, mais il ne cherche pas à savoir ce qui vient de se passer. Et vous disiez que c'est irresponsable, et c'est une attitude qui ne se fait pas comprendre, en fait. Mais bien sûr, M. Perrin, parce que à chaque événement, il y a toujours l'aspect psychologique qu'il faut rechercher. Lorsque M. Sassou reçoit cette information de l'Epunzu, savait-il ce qui se passait ou pas? Parce qu'il ne montre aucune attitude qui tendrait à faire croire que le monsieur est étonné, il prend les dispositions pour éventuellement... Parce qu'il s'agit, M. Perrin, des coups de feu qu'on entend à la présidence. Et lui se présente avec qui? On ne sait même pas d'ailleurs. Hein? Il arrive, il est seul. Est-ce qu'il est en voiture avec son chauffeur? Il est avec qui? Donc, il va se présenter à un endroit où il y a des coups de feu. Est-ce que vous vous rendez compte? Un militaire, ministre de la Défense, peut, comme ça, on lui dit qu'il y a des coups de feu à tel endroit, il se lève et il y va. Non, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, ça pourrait même penser et à faire tendre que... à faire penser plutôt, M. Perrin, qu'en réalité, il savait que le coup de feu n'avait aucun rapport avec le danger que subissait le président de la République. Et je m'en expliquerai, M. Perrin. Je m'en expliquerai. Parce que voir un ministre de la Défense qui n'est pas gardé, qui n'a personne, mais qui va quand même là où il y a des coups de feu, ou simplement parce que lui-même aussi ne se sentait pas en danger, parce que si le président est en danger, ça veut dire que tout son gouvernement est en danger, mais en premier lieu le ministre de la Défense, et que lui ne se sentant pas en danger, comme vous êtes en train de le dire, parce qu'il savait ce qui se passait, voilà pourquoi il le savait, il n'ignorait pas ce qui se passait. Et pour faire le lien, M. Perrin, on va aller rapidement. Lorsque, par exemple, le docteur Koukambemba dit que, mais Monsieur Marien Gouabi a eu la carotide coupée. Mais avec attendez, une tenue propre. Ça s'est fait dans un milieu ouvert, dans un milieu clos. Ça s'est fait dans un milieu clos. Et donc, Sassou avait l'information et que les coups de feu pour lesquels il s'est déplacé n'avaient aucune conséquence pour lui. Et ça, en tant que militaire, demandez à tous les militaires, et d'ailleurs, si on devait extrapoler, regardez ce que fait Mutondo. Mutondo qui ne sait absolument rien de ce qui se passe. Vous verrez, et vous suivrez d'ailleurs, et je pense que vous aurez l'occasion de faire passer M. Mutondo, vous verrez qu'on le réveille, il prend des dispositions. L'alerte a sonné. Ma soeur est revenue à ma porte. Yaya, alerte. Je dis oui, mais j'entends, je m'habille. Prends la fillette et ne t'occupe plus de moi. Je prends mon pème, je cours à la fenêtre de ma douche, de mes toilettes, donnait sur la cour du Premier ministre. J'ai observé, je voulais voir comment réagissait la garde là-bas. Et je n'ai vu personne. Alors j'ai compris qu'il s'était mis à l'abri. Alors j'ai décidé de foncer à ma caserne. J'ai traversé par derrière. Pour ceux qui connaissent cet endroit-là, entre le petit camp de la marine et le bâtiment où habitait Sassou, il y a un petit passage. Là habitait Moukila, Ngakala, etc. Alors j'ai traversé par là en courant et j'arrive sur le goudron, devant justement ce bâtiment, là où habitait le lieutenant Sassou à l'époque. Et je rencontre le capitaine Ngakoso, Feu Ngakoso, qui est mort. Il allait en courant vers l'artillerie, sa caserne. Et moi j'allais en courant vers le camp du 15 août, ma caserne. Et pendant ce temps, les gardes, la garde présidentielle, couraient dans toutes les directions. Qui chaussures en main, qui chapeau en main, c'était le Sinaï. Alors, je rentre dans ma caserne et je monte, je rencontre le commandant Kouma qui descendait vers moi. Il me dit, mon petit, tu arrives, c'est une bonne chose. J'ai dit, mais qu'est-ce qui tire? Il me dit, on tire à la présidence. J'ai dit, mais qui tire? Il me dit, les flecs. Ah, j'ai dit, les flecs à la présidence? Mais suivez bien ça, justement. Il me dit, les flecs. Je dis, les flecs à la présidence? J'avoue que j'étais un peu KO. Il me dit, il faut que tu ailles. Bon, mais je regarde autour de moi.
j'appelle encore mes officiers, Landry, Ngonzo et les autres, je leur dis on va aller à la présidence. Aller à la présidence, ça veut dire aller secourir le président et renforcer les autres camarades de la garde présidentielle. Ce que ne fait pas M. Sassou, ministre de la Défense. Parce que M. Sassou n'a même pas eu besoin d'appeler Motondo, par exemple. Il n'a pas appelé le chef d'état-major. Il n'a pas appelé le chef d'état-major de terre. Donc, on ne voit pas ça en lui. Donc, il y a quelque chose qui montre que M. Sassou était au courant et que lui savait qu'il n'était pas en danger lorsqu'il se rendrait à l'état-major. Et d'ailleurs, lorsqu'il se rend à l'état-major, aussitôt, vous voyez bien dans l'interview, il dit quoi? Ah, finalement, je me suis rendu à l'hôpital. Vous voyez un peu comment ça se passe? Le plus tranquillement, quoi. Le même jour, le plus tranquillement, ils seront à l'hôpital. Le plus tranquillement, ils seront à l'hôpital. Pour quelqu'un qui, d'ailleurs, lorsqu'ils seront à l'hôpital, comment sait-il que le corps du président est arrivé à l'hôpital? Comment le sait-il? Qui lui donne l'information? Est-ce que vous voyez? Qui lui donne l'information que le corps du président est désormais à l'hôpital? Il a rencontré, parce qu'il dit, il arrive à la mairie, il ne rencontre personne. Et après, il se rend à l'hôpital. Pourquoi il se rend à l'hôpital? Qui lui a donné l'information que le corps du président était arrivé à l'hôpital? Alors, Maître Amédée Ganga, est-ce que vous êtes en train de nous décrire là finalement, ça donne l'impression que c'est un de ses conseillers qui lui a écrit cette réponse, ne tenant pas compte des aspects militaires, bien sûr, et du danger que constituait l'événement, voilà, des menaces que constituait cet événement. Exactement. Monsieur Perrin, ce que je vais montrer, c'est que Sassou a pris tous nos anciens, pas vous et nous, tous nos anciens pour des imbéciles. Voilà l'acte aussi grave qui entraîne la disparition d'une personne, donc le président de la République, mais voilà avec quelle légèreté il le dit. Vous voyez avec quelle légèreté il le dit. Mais en réalité, ça montre bien qu'il est au cœur de cet assassinat. C'est que Sassou Nguesso n'a appris que la violence comme mode de gouvernance. Donc, le 18 mars 1977, Sassou parvient à se faire. Il élimine physiquement par un commando suicide qui fait partie de sa garde. Sa garde. Il détache des gens de sa garde, dont certains étaient drogués. Drogués. Et tiraient comme ça. Et arrivaient même à atteindre les gens avec qui ils sont venus. Parce qu'ils n'avaient plus aucune vue de la cible. Ils tirent comme ça. Et les balles perdues se perdent et sifflent dans un capharnaüm digne d'un film de mafia. Après, ils déplacent le corps pour donner l'impression maintenant que ce sont les gens qui ont rendu visite à Mariam Ngouabi dans la journée qui l'ont tué. Donc le ministre de la Défense, sans demander la permission à qui que ce soit, décide, sans enquête, d'arrêter qui il veut. Donc il désigne les assassins, sans enquête. Or, il y a un homme qui a toujours dit de se méfier de lui. C'est le capitaine Barthélemy Kikadidi. Le problème avec lui, c'est que dès qu'ils ont commencé à annoncer à la radio que c'est un commando de contre-révolutionnaires à la sorte de l'impérialisme international et de ses valets locaux, je suis désolé, le principal valet local de l'impérialisme international au Congo, à l'époque, c'était Sassou. Et si je poursuis son interview, qu'est-ce qu'il vient dire après? Au-delà de ce qu'il pense, il pense à ses enfants. Hein. En fait, il ne pensait pas à la vie du président. Il pensait à la vie de ses enfants. Un officier supérieur qui a prêté serment sous le drapeau. Mais tout ce qu'il vous dit, ah, moi, ma famille, je ne savais même pas si je devais dire est-ce que je vais les revoir? Vous voyez, mais vraiment des bêtises, quoi. Et ça, il y a un journaliste qui accepte qu'on lui dise ça. Et ça montre quoi aussi, M. Perrin? Que ce journaliste-là, en réalité, n'a même pas fait les enquêtes sur cette affaire-là. Il est parti
interviewer M. Sassou simplement pour qu'il raconte. Ah oui, ah, mais M. Sassou, il est beau, il est ceci, ah, il a dit ceci, ça. Donc, ce n'est pas un journaliste en tant que tel. Il est parti pour écouter ce que va dire Sassou. Parce que, je vais revenir là-dessus, M. Perrin. Sassou dit après quoi? Quand on lui pose la question, il dit qu'il y a eu un procès. Mais c'est un menteur. Il y a eu des procès parce qu'il y a eu la cour martiale. La cour martiale, c'était quoi? Est-ce que vous voyez d'ailleurs qui était à la tête de cette cour-là, en fait? Mais raison de plus, la cour martiale, était-ce un procès, oui ou non? Ça, le journaliste ne peut même pas lui poser la question. Et maintenant, M. Perrin, je vous prends à témoin, qu'il y ait un autre journaliste qui a posé la question à M. Sassou, il dit, mais Maître Ganga a dit, mais tiens, mais il y a eu la cour martiale, c'était aussi un procès. Donc, il parle d'un procès, mais il parle de quel procès quand il parle d'un procès? Il parle de celui de 78. Mais la cour martiale, c'était quoi? Ce n'était pas un procès. Maintenant, M. Perrin, ce qu'il raconte là, tout ce qu'il raconte, c'est une déposition. C'est ce qu'il oublie. C'est une déposition. Maintenant, posez la question à M. Sassou. Devant quel OPJ avait-il fait cette déposition? Non, M. Perrin, je vous assure, hein, s'il vous plaît, c'est que vraiment, je veux que les cadres, les intellectuels congolais, nous devons nous lever. Parce que ce n'est pas possible qu'un minable criminel comme ça vienne nous balancer des faits qui sont jonchés de contradictions. Des contre-vérités, dirait-on. Personne ne se lève qui pense que non, Sassou. Mais vous imaginez, M. Perrin, si Maître Ganga n'était pas là, comment vous auriez fait? Comment le peuple congolais aurait fait? Parce que tous ces éléments-là, personne ne les relève. Et on arrive même à des gens qui, n'ayant pas le courage, vous disent, ah, non, l'histoire verra qui a fait ça. Ah, l'histoire verra qui a fait ça. Donc, des incompétents, d'accord? Des lâches, qui ne sont pas capables même de dire, ah, il y a Maître Ganga qui a déjà dit que c'est Sassou. Or, finalement, je ne suis pas le seul, puisque Probst le dit, comme vous le dit, oui. Ouvertement voilà. En public. Il le dit. Mais pourquoi ces cadres-là ne le disent pas que non, finalement, c'est M. Sassou. Et là, maintenant, je vous donne l'exemple simple, hein, vous savez, c'est dans les détails. Ce monsieur dit qu'il y a eu un procès, mais non, il y a eu 2 procès. Maintenant, qu'il nous dise à quel procès, lui, il a fait la déposition. À la cour martiale ou bien au procès de 78. Donc, vous voyez. Et lorsqu'on arrive à cela, M. Perrin, pourquoi ces journalistes-là n'interrogent que Sassou? Pourquoi il n'y a que Sassou qu'on interroge? Pourquoi on n'interroge pas lui, Sylvain Ngoma? Pourquoi on n'interroge pas Céline Ngouabi? Elle est quand même la première victime. Florent Tiba, Céline Ngouabi. Exactement. Madame Céline Ngouabi, après le repas de son mari, assiste à une bagarre. Pendant le procès, personne n'a parlé de cela. Pourquoi la conférence ne peut-elle pas interpeller Céline Ngouabi ici, dire qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu bagarre? Monsieur Perrin, et lorsqu'il parle du procès, des procès, moi je dirais, qu'il nous dise qui a été partie civile dans ces procès-là. Eh oui, monsieur Perrin, il y a des choses aussi élémentaires que les gens ignorent. Qui était parti au procès? Maintenant, je vais encore plus loin, monsieur Perrin. Je vais aller encore plus loin. Savez-vous que l'assassinat de Marie Ngouabi, c'est tant qu'il y a l'assassinat. Et je vais vous donner 3 hypothèses. Le décès de Marie Ngouabi n'est assorti d'aucun acte de décès. Jusqu'à maintenant. Oui, monsieur Perrin, oui. Maintenant, permettez-moi de faire un jeu d'intellect. Si le décès de Marie Ngouabi n'est pas assorti d'un acte de décès, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Est-ce que vous comprenez? S'il n'est pas mort, la question maintenant, le cardinal est tué pourquoi? Ansou est tué pourquoi? Moro est tué pourquoi? Massamba Deba est tué pourquoi? Et pourquoi il y a eu des procès? Première hypothèse. Deuxième hypothèse, prenons qu'il y a eu un acte de décès. Et l'acte de décès dit que Marie Ngouabi est mort de mort naturelle.
Dites-moi. Pourquoi plutôt l'assassinat du cardinal? Pourquoi l'assassinat de l'ancien président? Pourquoi tous les crimes? On attendait évidemment qu'au cours de cette interview, que Denis Sassou Nguesso dise également pourquoi il a fait assassiner, par exemple, le président Massamba Deba, le cardinal Gaïnda et toutes ces personnes que vous citez. Pourquoi les a-t-on fait assassiner? Ils ont été, comme tout le monde le sait, ils sont passés au petit matin, et vous l'avez rappelé, qu'il y avait une cour martiale. Pourquoi Denis Sassou Nguesso n'a-t-il pas expliqué l'implication de ces personnes et pourquoi ces personnes ont été exécutées? Ça, il ne le dit pas, malheureusement, et on ne lui pose pas non plus la question. Et la majorité des membres de la commission d'enquête étaient sous votre autorité en tant que ministre de la Défense et de la Sécurité. On ne lui pose pas ces questions-là, M. Perrin, mais moi, je les poserai pour que les uns et les autres comprennent. Je continue, M. Perrin, puisque n'oubliez pas qu'on avait dit qu'il était mort arme à la main. Maintenant, si je peux extrapoler, le président Marien s'est suicidé parce que M. Sassou a eu commerce avec sa femme, par exemple. Et c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on peut parler aussi, finalement, d'un crime passionnel dans cet assassinat? Oui, non. M. Perrin, avant d'arriver là, je pense qu'il nous faut faire cette gradation-là. Si le président Marien Ngouabi s'était suicidé, parce que, ayant appris que Sassou a eu commerce avec sa femme, et donc le crime passionnel dont vous parlez. Maintenant, quand il y a un crime passionnel, on va tuer les gens d'autrui. Est-ce que quand il y a un crime passionnel, on va tuer des gens? On crée une cour martiale? Pourquoi? Donc, vous voyez. Troisièmement, M. Perrin, Marien Ngouabi, l'acte de décès dit qu'il a été assassiné. Mais qui a mené l'enquête? Parce qu'à ce jour, je peux vous dire, il n'y a jamais eu d'enquête sur l'assassinat de Marien Ngouabi. Mais alors, si on prenait, pardon, Maître Nganga, on prenait l'hypothèse où un crime passionnel a été très vite transformé en crime politique. Politique, oui, tout à fait. Mais parce ça, que moi, j'ai suivi le colonel Mabile Molo, je ne sais pas si vous le connaissez, bienvenue oui. Mabile Molo, qui rapporte que à un moment donné, il y a eu un coup de fil de Denis Sassou Nguesso qui tentait d'appeler Céline Ngouabi, et le standardiste prend le téléphone, le temps qu'il a cherché donc Madame Céline Ngouabi, le président Marien Ngouabi lui-même arrive, constate que le téléphone était décroché. Alors, il prend le combiné pour demander c'est qui, allô? Et certainement que Denis Sassou Nguesso croyait que c'était encore le standardiste. Au moment où il part, il se rend très vite compte plutôt que c'est Marien Ngouabi décroche. Et Marien Ngouabi, connaissant bien sûr le timbre de Denis Sassou Nguesso, s'est dit ça c'est Sassou Nguesso. Et s'est mis donc à investiguer pour s'assurer du pourquoi Sassou Nguesso voulait appeler Céline Ngouabi. Et là aussi, bon, c'est parmi voilà, les éléments qu'on met un peu au dossier pour essayer d'expliquer que finalement il y a eu aussi quelque part cette relation, il faut l'appeler comme ça, incestueuse entre Denis Sassou Nguesso et Céline Ngouabi, et d'ailleurs qui va se confirmer par un mariage que tout le monde a suivi le 18, disons en novembre 2018. Le carnet rose de ce journal magazine, Dominique et Roger ont scellé leur destin pour la vie, ceux en présence de leurs parents respectifs, parmi lesquels le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. La cérémonie a eu lieu à Kintile. Reportage signé Roch Kiamba. Roger et Dominique, qui vivent en communauté depuis près de 30 ans, ont décidé de sceller leur destin pour le meilleur et pour le pire dans cet univers de Dieu le Père, devant un parterre d'illustres hôtes, dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. Dominique, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Roger, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Voilà pourquoi je vous posais la question de savoir, est-ce que c'était aussi ou c'est parti d'un crime passionnel? Oui, mais M. Perrin, je pense qu'on peut éventuellement échafauder ça. J'ai suivi M. Mabile Mono, le colonel Mabile Mono, lorsqu'ils en parlent. Mais tout le problème avec tous ceux, qu'il s'agisse de M. Mirassa, qu'il s'agisse de Mabile, c'est de ne jamais prendre la responsabilité de dire que c'est Sassou. Il laisse à l'histoire. Ah, l'histoire va voir.
comme si les preuves de l'histoire, Sassou qui est encore présent, qui Bon, continue ben encore, à... on peut comprendre ça. Ils sont pas des juristes et peut-être qu'ils n'ont pas des preuves concrètes pour, voilà, Monsieur affirmer Perrin, un certain nombre de choses. Mais aussi, on peut comprendre très vite. Oui, Monsieur Perrin. Lorsqu'il y a quelqu'un comme Maître Gonga qui connaît les dossiers, lorsqu'il a dit, et qu'il a dit de façon péremptoire, on cite que Maître Gonga a dit c'est Sassou. Vous voyez, lorsqu'on est entre nous, les cadres congolais, et que l'on n'a pas ces éléments-là, mais que Maître Gonga en dispose, on dit, au regard de tout ce qu'on est en train de dire, nous avons la position de M. Nganga ou de Maître Gonga qui dit que c'est Sassou. Ça ne pose aucun problème que Sassou porte plainte en ce moment-là. Mais lorsque vous avez des cadres qui bifurquent, alors que peut-être qu'ils savent, là par exemple vous parlez de Probe, mais ils le savent, Probe, ils n'ont pas lu, ils l'ont lu. Mais ensuite, Maître Gonga qui a été sur le terrain, Maître Gonga dispose des dossiers sur Sassou. Ça coûte quoi de dire que non? Maître Gonga, effectivement, affirme de façon péremptoire et avec des démonstrations à l'appui que c'est Sassou. Il faut le dire. Vous comprenez, M. Perrin? Par exemple, quand je vais vous donner par exemple, un autre détail. Oui. Sassou n'arrête pas de dire qu'il était parti à l'hôpital. Et il fait un lien, il dit qu'il y a eu la voiture du commando. Vous vous rappelez? Il en parle. Tout à fait, oui, il en parle, oui. Pas du procès. Mais M. Perrin, à ce jour, y a-t-il quelqu'un qui a cherché à savoir la voiture qui a conduit Marien Ngouabi alors qu'il était ensanglanté jusqu'à l'hôpital? La voiture en question, c'est laquelle? On la trouve où, la voiture en question? Monsieur Perrin, vous ne voulez pas me regarder, Monsieur Perrin. Vous voyez, Monsieur Perrin, la voiture qui a conduit Marien Ngouabi alors qu'il était ensanglanté à l'hôpital, c'est quelle voiture? Vous entendrez l'enfant Marien qui raconte sa scène, mais vous voyez bien que c'est monté de toutes pièces. Pourquoi, M. Perrin? Chez un président de la République, M. Perrin, je vous le dis, je vous le répète, chez un président de la République, il y a toujours une ambulance en permanence. Il y a même, voilà, il y a même une équipe voilà, de soins de première nécessité, tout à fait. Monsieur Perrin, il y a toujours une ambulance. Donc, si c'est une voiture autre qu'une ambulance qui était à la présidence, qui a amené Marien Ngouabi à l'hôpital, ça veut dire que Marien Ngouabi n'était pas assassiné à la présidence. C'est aussi simple que ça. Parce que vérifier, poser la question chez Sassou. Est-ce que chez lui à la présidence, il y a des ambulances ou pas? Donc vous voyez... il a même une clinique chez lui. Oh ben voilà, bon, ben, vous le savez en plus. Moi, je ne le sais pas. Hein? Donc vous voyez, donc, Monsieur Perrin, nous devons nous lever aujourd'hui pour constater que Monsieur Sassou a commis un pogrom en assassinant des gens qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Donc, quand vous voyez, par exemple, il parle du procès 78, vous voyez qu'il quitte la cour martiale, parce que c'est lui le président de la cour martiale. Et c'est lui qui a fait assassiner les gens. Pour s'en tenir au procès de 78, là où il a fait salir les mains des couillous. Parce que, écoutez bien, M. Okoko, qu'est-ce qu'il dit à la conférence nationale? Le dossier avec lequel j'ai pris les réquisitions m'a été donné par M. Sassou. Jusqu'au 5 septembre 1977, c'est vous tout seul, avec votre sécurité d'État, avec les services de la défense, la défense nationale, avez dirigé, coordonné, contrôlé l'enquête qui a permis par la suite de faire le procès Marien Ngouabi. Qui contrôlait l'enquête? Qui a arrêté les gens? Qui les a interrogés? Monsieur le Président de la République, je vous dis ceci, que du 5 septembre 1977 au 2 janvier 1978, date à laquelle
vous m'avez, en tant que président de la Cour d'appel du Congo, désigné et fait désigner commissaire du gouvernement. L'enquête a été soumise à une commission d'enquête. Et la majorité des membres de la commission d'enquête étaient sous votre autorité en tant que ministre de la Défense et de la Sécurité. Monsieur le Président de la République, vous savez vous-même que vous nous avez remis 3 dossiers. Un entre les mains du président Assémékang, un entre Maître Martin pour la Défense et un autre au commissaire du gouvernement que je suis. C'est sur cette base, Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi je vous prie de ne pas continuer à faire une campagne inutile. C'est sur cette base que, en tant que commissaire du gouvernement, procureur de la République, exerçant le ministère public, j'ai défendu le dossier que vous-même vous avez préparé. Monsieur le Président de la République, je crois que vous m'écoutez très bien et je vous demande de me faire la paix parce que vous m'avez trop torturé. Je vous dis, Monsieur le Président, je dis ceci, que vous êtes seul responsable du dossier de Marien Ngouabi. Et si j'avais été à votre place, Monsieur le Président de la République, en tant que ministre de la Défense, et lorsque le Président de la République meurt assassiné pendant que les troupes sont consignées, moi, si j'étais à votre place, j'allais me tirer la balle dans la tête. Vous deviez vous constituer prisonnier le 18 mars 1977. Vous ne l'avez pas fait. La moindre des choses que vous pouvez faire, Monsieur le Président, c'était de démissionner et non pas de se maintenir, car votre maintien a gêné le procès. Vous voyez, quand un juriste de cette pointure, M. Okoko, quand il arrive à dire ça, alors qu'il sait bien que la procédure ne se passe pas comme ça, M. Perrin, il y a de quoi vraiment se dire, mais que sont devenus ces cadres-là? Un commissaire du gouvernement qui vous dit que le dossier avec lequel j'ai pris les réquisitions, ça m'a été donné par M. Sassou. Ce qui veut dire quoi, M. Perrin? C'est donc c'est M. Sassou qui a fait l'enquête. Oui. En fait, c'est lui qui dirigeait les enquêtes. Dans tous les cas, tout le monde le sait. À partir du moment où lui, il fait les enquêtes, alors qu'il n'a pas le droit de faire les enquêtes, à qui a profité le crime? Est-ce que vous pensez que c'est lui qui a pris le pouvoir après? Ça veut dire alors, que vous pensez que vous êtes obligé de sortir d'Harvard pour comprendre cela? La mort du président Marien Ngouabi remonte au 12 décembre 1975. C'est à cette date-là que le président Marien Ngouabi a signé son arrêt de mort. En effet, tous les membres du comité central qui sont ici dans cette salle ont tous craint pour leur poste. Et le président Marien Ngouabi avait donc décidé de convoquer un congrès extraordinaire. Ce congrès devait totalement radicaliser, balayer tous ceux qui se sont reconstitués le 5 février 1979. En effet, si vous regardez attentivement ce qui s'est passé le 5 février 1979, c'est ce que le président, dans une lettre qu'on m'a volée, a appelé un ramassis de camarades et de traîtres. Donc vous voyez, et donc, toutes ces familles-là qui ont perdu, M. Perrin, je suis ravi que vous reveniez encore, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser courir ce criminel, parce que qu'est-ce qui va se passer, M. Perrin? Est-ce que celui qui a avoué, qui dit avoir assumé ces crimes, a-t-il encore le droit de commettre d'autres crimes? Est-ce que celui qui a dit que j'assume les crimes en question, a-t-il le droit de commettre encore d'autres crimes?
Et vous voyez dans quoi le Congo aujourd'hui est plongé. Et j'entends des gens dire, Sassou doit aller s'asseoir chez lui à Oyo pour écrire ses mémoires. Il va écrire des mémoires de quoi? Ce minable criminel va écrire quoi? Donc, vous voyez un peu? Donc, il y a même des gens qui sont, d'une certaine façon, complices des crimes de Sassou en disant cela. Au lieu de demander que M. Sassou doit comparaître, et là, nous avons des éléments qui permettent de dire que l'enquête sur l'assassinat de Marien Ngouabi n'a jamais eu lieu. Je répète, l'enquête sur l'assassinat de Marien Ngouabi n'a jamais eu lieu jusqu'à ce jour. Au contraire, Denis Sassou Nguesso s'était vertué à effacer toutes les preuves, à éliminer voilà, tous les témoins oculaires qu'on passait au petit matin. Un militaire vient me réveiller en me disant, mon capitaine, le communiqué du petit matin, mon capitaine, venez écouter le communiqué du petit matin, c'est parce que c'est comme ça qu'on appelait, que le peuple appelait ce communiqué du comité militaire du parti chaque matin. Bon. Toujours est-il que je me suis réveillé, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils me rendent compte que la radio vient de dire que la nuit, la cour martiale assiégée a condamné à mort un certain nombre de suspects et les condamnés ont été passés aux armes ce matin. Je me suis donc, ayant cette information, je me suis retrouvé comme, c'est-à-dire tout d'un coup la tension a monté et je me suis retrouvé comme fou. J'ai sauté donc dans ma voiture et je suis parti au ministère de la Défense trouver le ministre de la Défense à l'époque, Sassou Nguesso. Je lui ai dit toute ma désapprobation pour ce qui venait d'être fait, c'est-à-dire l'exécution des témoins ou des suspects, comme on peut l'appeler, de ce matin-là. En l'occurrence, Ontsou, le président Débat, Ilo et d'autres. Donc je lui ai dit mon mécontentement et j'ai dit qu'il n'était pas possible, c'était pas admissible, c'était pas acceptable que cela puisse se passer ainsi. Dans la nuit, je suis venu vous rendre compte. Si vous pensiez que ces gens devaient être tués, il fallait nous avertir pour la commission d'enquête continue les enquêtes et continuer à creuser pour en savoir peut-être un peu plus. Mais comment se fait-il que je vous rencontre, vous ne me dites rien, je suis le président de la commission d'enquête, je pars, j'apprends que la cour martiale a assiégé et a fait fusiller les gens, a condamné les gens à faire fusiller. Mais c'est sur quelle base que la cour martiale a assiégé, puisque nous, de la commission d'enquête, nous n'avons pas encore déposé les conclusions. Et c'est donc à cause de cela, je m'étais fâché. J'avais sorti même certains mots quelque peu peut-être déplacés à l'époque, je n'en sais rien, mais j'avais dit au ministre Sassou ceci, j'ai dit, écoutez, moi, cette façon de faire, je ne l'accepte pas. J'ai comme une impression que parmi vous, au comité militaire du parti, il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité jaillisse. Et je l'avais dit au président, au ministre Sassou. Dans ces conditions, et conformément à mon caractère, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à être le président de la commission d'enquête parce que vous avez tué toutes les pièces maîtresses de l'enquête. Je n'ai plus rien compris. On m'a remis un dossier où on avait à juger que l'aile de Massamba Débat. Mais tout ce que vous avez entendu ici depuis que les gens interviennent, mais ce n'était pas dit au procès Marien Ngouabi. Mais où est passé Carlos, le Cubain?
Mais on vous a dit ici que dès les premières heures, quand on est monté au ministère de la Défense, le président Sassou était entouré de Cubains. Mais soyez rassurés que j'ai très peur parce que tous ont des cartes d'identité congolais et des passeports congolais. Ils s'appellent soit Ondongo, soit Itoua, soit Okoko. Et ils sont comme vous et moi. Alors, j'ai été donc sérieusement ébranlé. Et Yabo vous a dit ici que dès le 26 mars, le premier président de la commission d'enquête, l'enquête n'est pas encore faite, immédiatement, il rencontre au ministre de la Défense, Il dit voilà, l'enquête évolue. Demain, je pense que nous aurons des choses sérieuses. Dans la nuit, mais ces procès-verbaux qui ont permis à la cour martiale de condamner en dessous, de condamner tous les autres, là, ont été faits par qui? Par le ministre de la Défense tout seul? Comment? Mais cette cour martiale, comment elle a fonctionné? Je sais qu'il y a 2 avocats étrangers qui ont assisté à une des audiences de la cour martiale pour assister le président Massama Deba. Les confrères me l'ont dit. Ils auront peut-être le courage de venir vous dire ce qu'eux-mêmes ils savent. Mais ce que je vous dis, c'est que les membres du comité militaire de parti savent comment le président Marien Ngouabi est mort. Parce que l'assassin se trouve parmi eux. Pourquoi je dis l'assassin parmi eux? Mais parce qu'ils n'ont pas le courage de vous décrire qui était le chef et qui dirigeait, comment ça s'est passé. Je dis que l'assassin est parmi eux parce que vous avez éliminé tous ceux qui pouvaient éclairer le peuple congolais. Alors, est-ce que, évidemment, c'est la question récurrente d'ailleurs, il faut donc reprendre ce procès? Non, M. Perrin, il ne s'agit pas de reprendre. Il s'agit d'ouvrir une enquête parce que le procès n'a jamais eu lieu. Et c'est ça. Je voudrais faire comprendre aussi bien à tous les juristes qu'à tous les cadres congolais. Les Congolais, il ne faut pas que Sassou vous prenne pour des imbéciles. Il faut qu'on fasse la démonstration qu'il n'est qu'un minable criminel et que la France qui le soutient dans ses crimes, aujourd'hui, est pris en flagrant délit de soutien, de complicité, des crimes contre l'humanité chez nous. Et donc, on est prêt aujourd'hui à rencontrer les autorités françaises pour déclassifier l'assassinat de Marien Ngouabi. Nous devons tout savoir. Et M. Perrin, je me prends l'engagement désormais de me lever si jamais le peuple congolais m'entend et veut à tout prix que la vérité soit dite. Et ce n'est pas l'armée qui est là qui va nous empêcher de le faire. Parce que, M. Perrin, je vais utiliser un mot très grave. C'est que M. Sassou est le parangon du criminel lombrosien. C'est-à-dire que vous savez, Lombroso a décrit ce qu'est un criminel. Et M. Sassou rentre effectivement dans ce cadre-là. C'est un véritable criminel. Évidemment, maître, lorsqu'on dit Denis Sassou Nguesso est un criminel notoire, généralement les gens écarquillent les yeux. C'est comme s'ils le découvraient alors qu'il y a plusieurs éléments qui le démontrent. Tout est documenté désormais, il suffit de lire. Et pour ceux d'ailleurs, je conseillerais à nos téléspectateurs, à nos internautes d'aller lire le livre Noir Silence de François-Xavier Verschave, notamment Le courrier de Serge Tell, conseiller de Lionel Jospin. C'est un courrier du 29 juin 1998 intitulé L'horreur planifiée au Congo-Brazzaville. Je répète le titre, L'horreur planifiée au Congo-Brazzaville. C'est le courrier de Serge Tell, conseiller de Lionel Jospin, qui a été rapporté dans le livre Noir Silence. Dans ce courrier, vous découvrirez les horreurs, les massacres. Et ce courrier parle de génocide, de nettoyage ethnique.
C'est le conseiller de Lionel Jospin qui le dit. Allez-y lire ce courrier dans Noir à silence, vous comprendrez la nature, le degré des crimes commis par Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Des crimes qui commençaient d'ailleurs à inquiéter certains politiques français, mais encouragés et soutenus par Jacques Chirac, qui l'a ramené au pouvoir par coup d'état militaire, comme je le disais tout à l'heure. Il suffit de lire parce que, évidemment, comme on l'apprenait, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et le problème que nous avons, nous Congolais, c'est de ne pas lire assez. Ça, c'est un problème. Sinon, vous découvrirez qui est réellement Denis Sassou Nguesso. Je répète le titre, Noir Silence de François-Xavier Verschave, le courrier de Serge Tell, le courrier du 29 juin 1998, intitulé « L'horreur planifiée au Congo-Brazzaville ». Cherchez même sur Internet, vous retrouverez ce courrier. Sinon, on va le mettre juste en dessous de cette émission, de cette vidéo, nous mettrons le lien. C'est ce que je ne comprends pas chez les Congolais. Peut-on être un président de la République en étant un criminel? C'est-à-dire que c'est un renversement des valeurs. Comment peut-on accepter de penser un seul instant que Sassou est un président de la République? Ici, vous êtes nombreux à connaître Nguesso, le président de Congo-Brazzaville, qui a sur la conscience et du sang sur ses mains en centaines de milliers de personnes. Il a laissé se perpétrer sur son territoire les pires exactions, le viol des femmes et les assassinats en masse. Et nous nous souvenons que dans une enquête menée en France sur le mort du Beach, Chirac a fait libérer le directeur de la police congolais au milieu d'une nuit. Nguesso, c'est aussi les biens mal acquis à Paris. Nguesso, c'est des dizaines de comptes bancaires et sans doute 20% du PIB du Congo, un des pays les plus malheureux de la Terre, détourné par Nguesso. Monsieur Perrin, moi je suis Congolais, hein? Donc ceux qui pensent s'adresser à moi pour me dire que c'est un président de la République, je les attends. Pourquoi ils ne viennent pas? Ça fait longtemps que je parle, je les attends, ils ne viennent jamais. D'accord? Or, monsieur Perrin, nous ne pouvons plus nous permettre, au regard de tout ce qu'on est en train de dire, monsieur Sassou doit être arrêté. Pourquoi? Mais parce que le crime sur Marien Ngouabi a entraîné des conflits inter et intra-ethniques, monsieur Perrin. Parce que dans la justice ancienne entre les communautés, lorsqu'un membre d'une communauté allait assassiner dans l'autre communauté, on demandait à cette communauté de le livrer. De le livrer. Et si vous permettez, oui, mais le problème, c'est que lui, il se passe pour le défenseur de son monde, oui, à qui il dit d'ailleurs, je suis là pour vous défendre. Et ça aussi, le retrouverons dans ce même document-là que je citais tout à l'heure, l'horreur planifiée au Congo-Brazzaville, où on rapporte d'ailleurs le discours de Denis Sassou Nguesso, où il dit à ces jeunes, si je meurs à 11h ou à 10h, ou plus tard 11h, on va, voilà. Oui, mais en réalité, Monsieur Perrin, et ça, je dois le dire vraiment très franchement avec insistance. Vous savez, le tribalisme a beau dos. Le tribalisme a bon dos. Hein. Mais en réalité, les gens se cachent derrière la tribu. Simplement, en réalité, c'est des idiots. Et ils veulent prendre pour couverture la tribu. Non! Parce que, monsieur Perrin, je vais vous dire une chose. On est dans une famille. On peut naître dans une tribu, oui. Mais on appartient à l'espèce humaine. On appartient, je répète encore, monsieur Perrin, on appartient, on est dans une famille, on est dans une tribu, mais on appartient à l'espèce humaine. Et l'espèce humaine, c'est quoi? C'est l'espèce humaine qui est dotée de raison. Si donc les gens se cachent derrière la tribu, ils ne se cachent pas parce que c'est la tribu, ils se cachent parce que c'est des médiocres. C'est tout. Parce qu'ils ne sont pas dotés de raison.
Parce que Voilà, lorsqu'on est... comme qui dirait, la vie humaine est sacrée. Alors, Maître Amédée Nganga, on va donc terminer. Je disais, alors vous avez dit il faut ouvrir l'enquête et non le procès parce que le procès n'a jamais eu lieu. Donc même quand Sassou Nguesso parle d'un procès, seul lui sait de quel procès il parle. En fait, voilà, oui. D'ailleurs, là, on a une bonne matière, c'est qu'il vient de faire une déposition. On peut retrouver cette déposition. Donc on va commencer avec cette déposition. Il faut que monsieur Sassou soit entendu par les OPJ. Lui disposant des services de sécurité, c'est lui qui tissait les fiches pour que le président Marien Ngouabi s'isole. Et c'est lui qui a monté méthodiquement la machine qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977, le général Yombi s'est trouvé ici à Ouando. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMP. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que c'est sur ces instructions que le commando est passé. Alors il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Oui, mais dans le cas où il faut relancer l'enquête, qui a qualité de le faire? Aujourd'hui, tous ceux qui ont perdu les leurs, et je leur recommande cela, tous ceux qui ont perdu le petit matin, procès de ceci, tous ceux qui ont perdu les leurs par rapport à cette affaire-là, les familles qui Kadidi, Ansou, Mboro, Kimboalankaya, je leur demande de ne plus avoir peur. Parce que M. Sassou venait de faire sa déposition et dans cette déposition, il ne dit nullement qui a été l'auteur. Mais lui avait été appelé. Et donc, comme il prétend qu'il y a eu un procès, il y a deux points. Un, sa déposition, il avait faite à quel procès? La cour martiale ou 78? Il faut qu'il soit entendu. Mais que je sache, pour ceux qui ont assisté au procès, ils n'ont jamais vu ni les Kunzu, ni, comment on l'appelle, ni M. Sassou, ni Motondo. En tout cas, tous ces militaires-là, ils n'ont jamais comparu. Hein? Ils n'ont jamais comparu. Donc, ce n'était pas un procès qui concernait Marien Ngouabi. Le procès de 78 était la mise en œuvre d'un pogrom contre un groupe, contre un peuple donné. Parce que, M. Perrin, dans ce procès-là, vous verrez que les Okoko et les autres parlent des prieurs. Est-ce qu'on peut organiser un procès au seul motif que les gens prient? Peut-on organiser un procès avec à la clé la peine de mort parce que ces gens-là se sont organisés à prier? Donc vous voyez, il n'y a aucun lien entre le procès de 78 et l'assassinat de Marien Ngouabi parce que l'assassinat de Marien Ngouabi n'a jamais donné lieu à une enquête, je le répète encore. Je veux que les Congolais entendent ça, que l'assassinat de Marien Ngouabi, le PCT doit entendre, parce que le PCT aussi doit être partie civile. Or, dans ces procès-là... Maître Amédée Nganga, vous êtes en train de dire, voilà, le président Marien Ngouabi est assassiné, c'est bien le 18 mars 1977. On n'a jamais envoyé une équipe d'enquêteurs, même au palais, pour constater que s'est-il passé. Voilà comment ça s'est passé. Jamais du tout. Jamais. La preuve, un élément que je venais de vous donner, M. Perrin. La voiture qui aurait conduit Marien Ngouabi à l'hôpital, c'est quelle voiture? Qui l'avait conduit? On connaît même celui qui a conduit le véhicule en question. C'est quel véhicule? Parce que si on a le véhicule, ça veut dire qu'il y avait du sang dedans. Est-ce qu'on l'a mis comme pièce au dossier? Est-ce qu'on a mis ça comme d'ailleurs le témoignage du docteur Koukambemba qui a dit finalement il avait constaté que voilà on avait coupé la carotide, mais qu'il était vêtu d'une tenue tout à fait propre, qu'il était même pas voilà. Donc ça s'est passé où? Cette équipe avait pour mission tous les matins d'aller observer l'état du corps du président et je devais en rendre compte tous les matins au comité militaire du parti. Et c'est ce que nous avons fait. Dans cette mission, le plus régulier et le plus disponible était
le docteur Osebi, donc tous les matins se retrouvait à la morgue. Nous regardons le corps, dans quel état il est, il n'y a pas de problème. Et nous descendions au comité de parti pour rendre compte qu'il n'y a pas de problème, le corps du président Marien Ngouabi est en bon état. Nous avons demandé au comité militaire du parti quelle était l'attitude que nous devions avoir devant ces dépouilles mortelles en tant que médecins. Devions-nous faire une autopsie? Devions-nous faire un examen des lésions? Il nous a été dit, ce n'est pas nécessaire. Enfin, nous savions que dans ces cas-là, ce n'était pas le premier corps que nous recevons dans ces conditions-là et qu'un examen n'était jamais demandé. Mais le docteur Osebi dit, mes camarades ministres, on pourrait peut-être faire des radios sur le corps du président Marien Ngouabi. J'ai dit, mais tu insistes un peu, mais si quand même. Je pose la question, est-ce qu'on peut faire une radio? C'est pas nécessaire. Nous aussi, on a dit, bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'un dossier médico-légal pour régler ce problème. Passons outre. Mais le problème qui se pose, c'est que il nous faut, et il dit que ce corps doit être présenté au peuple congolais, les chefs d'État vont venir. Alors on s'est dit, mais comment on va faire? On s'est dit, la neige carbonique, tout ça là, peut nous aider à conserver ce corps quand il sera exposé. Mais où est-ce qu'on va le trouver? En Côte d'Ivoire. Nous demandons au comité du parti de prendre contact avec la Côte d'Ivoire pour qu'on nous envoie la neige carbonique. Et je pense que c'est la présidence de la République de Côte d'Ivoire qui répondra que nous allons mettre à votre disposition 2 techniciens de notre institut médico-légal. Et ces gens, je pense que très vite, ils sont arrivés avec tout un matériel pour préparer le corps du président Marien Ngouabi. Nous allons donc nous mettre à préparer le corps du président Marien Ngouabi, et c'est là le vrai contact que nous avions eu avec le corps. Parce que quand on arrive à la morgue, les militaires avec les fusils par-ci par-là, ben, vous savez, on se disait il ne faut pas trop bouger parce qu'on ne sait pas quand une décharge part ici et perdu au profit. Bon, alors c'est donc ce jour-là que nous allons pouvoir manipuler le corps du président Marien Ngouabi. Nous commençons donc notre formalisation avec des militaires dans la salle, les fenêtres fermées pour que les gens qui passent derrière ne nous voient pas. Mais au bout de 10 minutes, on n'arrivait plus à tenir dans la salle. Tout le monde pleurait, on éternuait, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ce formol nous fait mal alors que... Mais effectivement, quand nous mettions le formol, tout ce qu'on mettait sortait par la plaie que le président Marien Ngouabi avait à la face. Donc tout le formol était dans la salle, on a dû ouvrir, les militaires sont sortis, on a ouvert les fenêtres et nous avons dit au docteur Bikalu, qui était le plus jeune, cherche-nous ce qui saigne dedans rapidement et met une ficelle dessus. Docteur Bikandou regarde la plaie, il dit, mais patron, venez voir. On regarde, c'était l'artère carotide, qui est grosse comme ça, qui laissait sortir le formol. Monseigneur, j'ai 50 ans. Docteur en médecine depuis 69. Alors voilà, monseigneur, pourquoi nous avons insisté. Oui, mais ça c'est rien. C'est M. Bikando qui me donnait une information. Mais c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est pas un mystère. Nous ne sommes plus dans les mystères auxquels on peut croire. Donc c'est ce hiatus-là, monseigneur, pour lequel j'aimerais une explication. Mais monsieur Sassou devrait nous le dire. Ça s'est donc passé où pour que Marien Ngouabi se retrouve avec une tenue propre? Donc vous voyez,
Non, Monsieur Perrin, je pense que c'est le moment plus que jamais de prendre des résolutions, mais qui doivent être des résolutions graves. Monsieur Sassou veut encore nous amener aux élections, c'est ça, non? C'est ce que j'ai appris. Monsieur Perrin, Maître Ganga, qui s'adresse au peuple dit, à la diaspora, à tout le monde, partout où vous êtes, on ne peut pas faire des élections de 2026 pour la simple raison que je vous dirai ceci. Quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais quand un criminel usurpe le pouvoir, il ne peut pas organiser les élections parce que sa place est où? Les téléspectateurs le savent, évidemment. Merci, voilà. Maître. Nous allons organiser, nous lançons déjà cet appel en disant que désormais, il n'y aura plus des élections au Congo aussi longtemps que M. Sassou n'est pas arrêté. Parce que si la Constitution est violée et que les démocrates ne doivent pas l'accepter, c'est très bien. Mais quand un criminel usurpe le pouvoir, eh bien, il ne peut pas organiser les élections parce que sa place, c'est en prison. Et parce qu'un criminel ne peut pas être non plus candidat à la présidentielle. Bien sûr, M. Perrin. Donc, mais ça, M. Perrin, si vous me permettez, je veux faire une digression. C'est que je veux parler en langue. Je veux commencer d'abord en lingala. Peuple congolais, Namboka na biso, moto alobaki que ce qui constitution est violé, ba démocrate ba kokondi mangote, eza bien. Mais ce qui moto a bomaka bato, a kamati bo konzina ko boma bato, a koko organiser bas élections te. Parce que moto wana il faut pas kangaye. Et Sassou a passé son temps na ko boma bato. Et je veux faire quelque chose. Je me suis efforcé, M. Perrin. On m'a dit qu'en Mboshi, le concept de criminel n'existe pas. Mais on peut dire ceci, Sassou de Morebe. Sassou de Morebe. En Mboshi, ça veut dire que Sassou est mauvais. Vous voyez que je me suis fait l'effort de chercher à savoir comment on appelle quelqu'un qui est un criminel chez vous, mais on m'a dit que ce concept en Mboshi n'existe pas. Mais que simplement, il suffit de dire des Morobé, Sassou des Morobé. Donc, je peux dire à Ngwabi, mais ton frère Sassou des Morobé. Sassou est mauvais. Si les Mboshi, vous voulez me comprendre de l'effort que je viens de faire pour expliquer jusqu'où je peux m'amener à vous démontrer que Sassou est un criminel, vous voyez que je suis parti chercher, même dans la langue Mboshi. Namoun Kutuba, mais wa façon betolende sala que montine me fois ba bantu. Il y a organisé des élections, quand même. Jusqu'à quand Baket Barka Ben Babizoba. Parce que Ben Babizoba n'a continué pas facile. Montine il faut être candidat. Et on l'arrive, je dirais seulement, ah Beno. Ambe lumbuti menganga ndukiri mukuluterati sasu timpumbulu kwache timpumbulu kwa kana kasa organiser election ko kalenja kiza kule pulu ko ngati batati yandika bamfumu ya beto abeka buku alubweni beno abuku alubweni tati menganga ntela manini luteleleti bu c'est fini kakuvuta pa election donc muntu ba kenga woko kakuba election. Namoun Kutuba, c'est la même chose. Nalingala, j'ai parlé. En Teke, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Teke, vous avez perdu, par ma bouche, je le dis encore, vous avez perdu un grand cadre comme Nsourou. Vous ne pouvez pas accepter que ce type-là vienne dans vos contrées dire que non, il n'y a que lui. Mais enfin, quand même. Et les cadres congolais, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Les cadres congolais. L'éminence grise. Si vous acceptez qu'un criminel continue à diriger ce pays-là, ça veut dire que vous ne valez rien. Vous ne valez absolument rien. Nous devons tous et encore désormais dire que Sassou est le pire criminel que le Congo n'ait jamais eu et qu'on ne peut plus permettre qu'il organise les élections.
Voilà, Maître Voilà, monsieur. Amédée Ganga, évidemment, ça au moins c'est démontrable et je l'ai dit tout à l'heure, hein, les gens peuvent aller lire. Et le vrai problème avec les Congolais que nous sommes, c'est ça. Apparemment, nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas, voilà pourquoi toutes les informations nous échappent. Mais aujourd'hui, je réitère, je vous invite, chers téléspectateurs, chers internautes, d'aller lire, écrivez, mentionnez ça quelque part. L'horreur planifiée au Congo, Brazzaville, écrit par Serge Télé, conseiller spécial de Lionel Jospin. Je répète le titre, L'horreur planifiée au Congo, Brazzaville. Il faut lire pour ne pas mourir bête, pour ne pas mourir ignorant. Et nous apprenions d'ailleurs à l'école, l'ignorance est un grand danger que tout homme doit éviter. Merci, Maître Amédée Ganga, d'avoir été avec nous, de nous avoir encore apporté cet éclairage sur, bien entendu, l'assassinat du président Marien Ngouabi. Ce que je note, c'est que Marien Ngouabi est encore vivant quelque part, d'autant plus qu'il n'y a jamais... encore vivant quelque part, exact. Il n'y a jamais eu l'acte de décès, ni le procès. On ne sait pas ce qui s'est passé concrètement et que l'enquête doit être relancée et les criminels doivent être punis. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, chers internautes. Cliquez sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo. Et oui, Maître Amédée Ganga, probablement que vous avez un mot de la fin, c'est ça? Non, un mot de la fin. Non, Monsieur Perrin. Le mot de la fin, c'est que nous allons désormais prendre le bâton de pèlerin pour d'abord demander à la France de déclassifier la question sur l'assassinat de Marien Ngouabi et finalement d'amener le mouvement de l'ouverture de l'enquête sur l'assassinat de Marien Ngouabi. Et nous allons demander au PCT et à l'armée, et je dis au peuple, soyez simplement tous derrière moi, la question de l'armée, je m'en occupe. Il suffit simplement que dans vos coins et recoins, vous commencez à dire que Maître Ganga a dit que le procès Marien Ngouabi n'a jamais eu lieu et que l'assassinat de Marien Ngouabi n'a jamais fait l'objet d'enquête et qu'il est nécessaire que nous fassions cette enquête-là. Et que Sassou doit être celui qui doit être le premier à être entendu parce qu'il venait de faire une déposition. Nous avons la chance, mon cher Perrin. Nous avons la chance. Voilà ce criminel qui revient toujours au lieu du crime. Il venait de faire une déposition. Merci, Monsieur Perrin. Merci, et donc on se retrouve très prochainement.